Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le secteur de l'hôtellerie est considérablement affecté par la crise socio-politique que connaît le pays. Les propriétaires d'hôtels de la côte des Arcadins demandent à l'État haïtien de prendre toutes les dispositions afin d'accompagner ce secteur. Groupe Croissance et l'Observatoire sur les finances publiques déplorent le retard enregistré dans la soumission du budget au Parlement pour le prochain exercice fiscal. Ces deux entités prévoient que les conséquences risquent d'être lourdes pour le pays. Plus de 140 000 candidats prendront part aux examens du bac cette année qui se dérouleront du lundi 8 au vendredi 12 juillet prochain. Le secteur du tourisme est en crise. Les hôtels de la côte des Arcadins sont touchés. Ils vont devoir encore réduire leur personnel si la situation ne s'améliore pas. Ils invitent l'État haïtien à accompagner les membres de ce secteur. Les plus grandes difficultés, je dirais que c'est l'accès à la route, si on peut dire pour ceux qui nous concernent à la côte des Arcadins. Évidemment, le manque d'infrastructures touristiques et de support du gouvernement. Et puis bon, l'instabilité politique qui ne fait que persister, c'est très 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 grave. On ne peut pas laisser un pays mourir au profit de la politique. Sinon, quand on aura résolu tous les problèmes politiques, finalement, qu'est-ce qui va rester? Il a complètement changé. On a des touristes canadiens avec des touristes français. Pas diaspora canadienne, touristes canadiens, touristes français. Et qu'on a une belle tout. Il va venir encore. Il va venir encore peut-être le travel warning là. Et puis nous dit que travel warning américain a baissé. Canadien beaucoup baissé, non? Le secteur touristique là, c'est un secteur qui est très sensible. Ça veut dire, les jours d'il a fait le mal, il va le lever demain matin en forme. C'est 1 an, 2 ans, peut-être 10 ans plus tard que la reprenne. C'est un secteur qui est très fragile. Nous là, justement, je dis, pour nous, la population, c'est nous pour aider nous. Parce que chaque fois que Bayo aggravé, il est aggravé pour nous, mais malheureusement, nous-mêmes qui passionnés dans la question touristique, là, ça fait nous encore plus de mal pour la population qui perd du pour aller. Combien ça perdu sur 1500 après nous? Mon chez nous à la moitié, pratiquement. Tout le monde a coupé. Moi, j'ai coupé à 50%. Moi, je dois te dire que c'est cette coupure de personnel-là qui a créé la crise parce que quand il y a un problème comme ça, ce n'est pas nous-mêmes hôteliers seulement qui sont affectés, mais la communauté est affectée, les employés, ils ont peur. La pauvreté de ce pays n'est plus acceptable. Non. Et ça, c'est au niveau de l'État haïtien à prendre le taureau par les cornes. Si le président Jovenel Moïse n'est pas en mesure d'adresser les différents problèmes auxquels le pays est confronté, qu'il démissionne de son poste. Déclaration signée Roudy Deville, député de la circonscription de Côte-de-Fer. Pas de gouvernement, pas de budget, une grave crise économique, une insécurité qui bat son plein. Le pays n'est pas dirigé, a déclaré le parlementaire membre du groupe GPEP-OPL et alliés. Pour Roudy Deville, le locataire du palais apporte la preuve de son incapacité à diriger le pays. Il a renouvelé son appui à la demande de mise en accusation du chef de l'État, qui peine encore à être débattue en séance. Avant hier, il fait 15 minutes, la pluie a tombé, nous avons ta capitale là. Nous avons quantité de monde qui mourit. Actuellement, nous en pleine saison cyclone. Donc, à partir du mois d'août, saison cyclone va activer. Donc, ça arrive que nous avons un cyclone. Nous n'avons aucune préparation qui fait en termes de mitigation pour nous être capables alléger des dégâts qui peuvent venir dans le cyclone. Je dis à la, dans tout le pays, pas de récolte maïs alors que nous en pleine période pour des récoltes à cause d'une sécheresse qui prolonge. Pas aucune mesure qui prend pour ça. Nous passons une année fiscale avec un budget qui reconduit. 30 juin qui s'est passé, c'était délai pour que le gouvernement ait déposé le budget année fiscale qui va venir. Encore nous pas de budget. Ça veut dire que nous déjà partis sur un pente pour que nous gagnions une deuxième fois même budget
17-18 là reconduit pour 19-2020. Donc ça c'est dans l'incapacité, un pays pas capable à continuer à gouverner comme ça. Donc président incapable que le fait un geste et geste ça va servir pour que l'autre monde qui t'a gain intention vient diriger, il y a prendre fort un bagage, fort un bagage dans tête pour diriger parce que diriger c'est prévoir, nous pas capable à faire une génération ça, ni l'exécutif ni parlement qui ça n'a continué faire si exécutif là c'est continuer garder. L'a garder qui réaction opposition a gagné, l'attend mais qui ça n'attend encore parce que le pays a pas capable de continuer comme ça. Donc c'est un appel que m'a lancé à moun qui gen responsabilité dans le pays, exécutif là, parlement et surtout bloc majoritaire pour que nous fassions séance et motiver le président pour le faire. Il y a deux choix, soit il continue à gouverner, soit il vient gouverner ou bien il bail démission parce que nous pas capable de continuer avec un pays comme ça. L'argent du trésor public est mal dépensé selon l'économiste Kessner-Farrell qui cite le récent rapport remis au Sénat par la Cour des comptes. Au-delà de la corruption, la Cour parle de gaspillage. Les dépenses de fonctionnement sont en nette augmentation par rapport à celles d'investissement, relève Kessner-Farrell. Parallèlement, Groupe Croissance et l'Observatoire sur les finances publiques déplorent le retard enregistré dans la soumission du projet de loi de finances pour le prochain exercice fiscal. Les conséquences risquent d'être lourdes pour le pays. Nous voyons comment que les dépenses courantes ont augmenté considérablement dans le pays. Et ça pour supérieur des comptes publics. Malgré qu'on a dépensé plus, on a dépensé mal. Je ne sais pas moi dire, c'est court là, dans le rapport là, qui expliquait good que nous avons dépensé, eh bien, il n'y a pas de résultat en quelque sorte. Donc, ça nous a tiré de rapport, ça nous a approfondi, c'est que ça nous mettait dans le budget, nous ne pas arriver à entrer tout, puisque le secteur qui est prioritaire, nous ne pas même arriver à entrer 40 à 50% l'argent que nous devons prévoir dépenser. Ce qui veut dire, malgré son petit budget que nous avons, nous ne pas entrer l'argent vraiment. Mais petit crasse que nous dépensons mal. Il ne pas dépenser mal seulement pour corruption, mais nous dépensons par façon que nous gérons là. Donc, cours là, pas épingler seulement l'exécutif, mais l'épingler également, puisqu'il parlait de l'ONA, il parlait de OFNAC, il parlait de OAVCT. Nous demandons côté Parlement qui l'a pour faire travail contrôle là, il pas fait travail parlement. Donc on a tous échoué au niveau de la réduction des comptes de manière horizontale, à savoir les institutions de ce pays. Et même nous regardons les dépenses d'investissement, il est beaucoup plus faible. Mais pour la dit comme ça que chiffre ça, nous pas besoin d'occuper parce que là on est bien tout ça va être là comme la pas entrée, investissement ou pas fait. Donc si on a la pauvreté dans ce pays, eh bien c'est exactement la mauvaise gestion des finances publiques. On va suspendre dire hashtag bonne gouvernance financière si nous voulons atteindre l'objectif de développement durable, si nous voulons réduire l'inégalité dans le pays, il faut que nous gérions l'argent public. Pas une autorité qui concernait, qui parlait de ça. C'est uniquement de politique. Question de l'économie pays, pas jamais dans le débat du jour au niveau de la presse sous fonds publics. Autorité. Ça c'est grave. Dans le mois de juillet, ce qui veut dire qu'il était 3 mois pour le prochain exercice là démarrer en octobre. Nous étions supposés à faire débat sous budget 19-20. Ce n'est pas le cas. Si le budgétaire là, selon la loi, c'est la Constitution qui dit, c'est par la société civile là qui a inventé, il faut que le budget année qui peut venir en octobre là, tu es supposé déposer dans le Parlement 30 juin passé, rien pas fait. Ça, c'est encore grave. Maintenant, nous avons une situation, pas de budget qui est en cours, et élaboration budget l'année prochaine pas faite. Et selon ce budgétaire là, au mois de mai, élaboration est supposée faite et projet ça est supposé présenter à la société civile pour gagner une appropriation de budget. Et encore, c'est la loi qui dit, li pas fait. Nous pas gain budget, année ça, nous pas gain gouvernement, nous pas gain politique générale. Autorité qui concerne sous fonds publics pays ça,
pas respecter Constitution. Tout est fin prêt pour la réalisation des examens de fin d'études secondaires sur tout le territoire. C'est ce qu'a fait savoir ce vendredi le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet. Selon lui, plus de 140 000 candidats prendront part à ces épreuves qui se dérouleront du lundi 8 au vendredi 12 juillet prochain. Lundi 8 privé 12 juillet, 8 pour 11, c'est bac régulier avec bac permanent. 8 pour 12, c'est NS4. Ça nous est nouveau secondaire 4. Eh bien, il y a un examen qui a une grande importance, non seulement pour jeunes, pour parents, mais pour tout chef d'établissement, tout partenaire éducation, et nous avons même dit l'État en général. Ce n'est pas pour rien l'examen d'État. Dans ce sens, nous avons souhaité que plus passer examen de année pour tout le monde comprendre la nécessité pour quitter les gens composés dans la paix, pour avoir une quiétude d'esprit. Parce que nous t'entendons déjà, les examens, il faut que les gens joignent la paix pour être capable de bien composer. Même si à ça, nous dit, si les gens sont capables de bien composer, mais bon, c'est des bagages que nous ne pouvons pas tolérer. Pour que les gens finissent composer, pour pouvoir rester sous champ de masse, pour pouvoir faire bruit. Donc, nous ne pouvons pas tolérer ça de ça. Donc la police, la justice, déjà mobilisée. Et nous voulons coup de chapeau pour les parents. Dans la 9e année, en pile côté, examen est passé bien, c'est grâce à GFOR parents. Parents qui accompagnent les gens. Même si les gens sont dans le filo, ils ne peuvent pas éviter pour les parents être capables d'accompagner les mêmes gens tout. Parce que ça fait un très bel effet, les parents qui accompagnent les gens pour porter solidarité. Nous avons fait connaître tout bagage déjà fin prêt pour examen dérouler. Dans le ministère de l'Éducation nationale, sous plan stratégique, sous plan logistique, sous plan docimologique et même pédagogique, tout bagage est en prêt. On voulait rappeler à tout Haïtien que Haïti en soi son bien commun. Haïti pour élèves, Haïti pour les gens qui revendiquent les droits, Haïti pour les gens qui sont dans la presse, Haïti, c'est pour tout Haïtien. Haïti pour les gens qui décident de circuler librement. Haïti, c'est pour les gens qui décident d'ouvrir business, leur voulez. Dans le cas d'examen, nous avons rappelé que nous prenons même disposition nous te prenons pour l'examen 9e année. Naturellement, tout le monde va le voir encore. Il y a 3 ou 4 machines permanentes disponibles dans la rue. Et la police a une instruction formelle. Tout côté, il y a un centre d'examen. Nous ne pouvons pas tolérer ni attroupement, ni désordre, ni monde qui voye roche, ni manifestation. Parce que la Constitution est claire, il faut que nous assurions l'équilibre suivant la loi. Il faut que nous respections les droits de tout le monde et aussi longtemps que nous ne pas changer la Constitution. Nous avons pour obligation pour nous respecter ça le dit. Pas besoin de violer les droits. Personne ne mais m'a veillé à ce que doit tout le monde respecter. Fin ce vendredi d'un atelier de travail sur le renforcement des capacités nationales d'Haïti pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Une initiative du Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette activité s'inscrit dans le contexte de la coopération de l'UNESCO avec les acteurs nationaux qui souhaitent obtenir l'inscription d'éléments, notamment le Rara, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel mondial de l'organisation. Tenu du 29 juin au 5 juillet, cet atelier a été réalisé de concert avec le ministère de la Culture et le Bureau national d'ethnologie, selon la coordinatrice nationale Programme Culture du Bureau de l'UNESCO à Port-au-Prince, Marie-Laurence Durand. Une délégation de 40 lycéens qui a participé à la 72e conférence et compétition annuelle de la FLBA, Future Business Leaders of America, aux États-Unis, est revenue au pays ce jeudi.
Grâce à l'aide du département d'État américain, ces jeunes ont pu prouver du 26 juin au 2 juillet dernier leur capacité dans plusieurs disciplines liées à l'entrepreneuriat et approfondir leurs connaissances en langue anglaise. Ce concours qui est basé sur tout aspect business, marketing, accounting, et puis il est basé sur leadership, technologie et anglais. La performance, c'est mieux faire le mieux de eux-mêmes, mais comme moi, si vous déjà pas parler anglais, puis Américains rencontrés de septembre à juin, ou même on fait presque 3 mois pas qu'à rencontrer. Parce que nous avons un groupe qui est en ville, dans le collège Canapé Vert, nous avons un groupe qui est Carrefour dans l'institution chrétienne d'Haïti. Parfois, il faut rencontrer ensemble. Mais qui est le qui va traverser Matissan? Même les gens qui sont Matissan ne peuvent pas traverser Matissan. Pas bien du tout. On dit qu'on parle de petit, on veut mettre Delma, la petite là, le prend route. Même les parents Carrefour, pas de si monter en ville. Ça, c'est tout problème. Ça, nous fait pays là, nous fait tout problème. Ça, opposition au gouvernement, il faut comprendre que il y a un impact ça gagne sur le pays. Il y a un impact sur nous, dans la compétition sur l'éducation. Il y a un impact sur le football là. Nous, gens, ça qui se passe là. Parce que son pays vraiment n'a pas gagné facilité ou bien assez de flexibilité pour camper avec force dans le monde. Donc, ces gens de tracas, voyage, bouler, pas en pile, pas vouloir travailler ensemble, et bien, il y a un impact sur le reste jeune qui a monté. La conférence du G20 à Osaka, Osaka au Japon, s'est achevée sur 2 nouvelles qui ont fait la une des journaux. 1. Les États-Unis et la Chine, qui depuis des temps se livrent une guerre commerciale sans merci, ont décidé provisoirement d'enterrer la hache de guerre. Enfin, le président Donald Trump, de retour à Washington, a évoqué la possibilité pour son pays de revenir à l'étalon or, lequel étalon or avait été abandonné au début des années 70 par le président Nixon. Pour évoquer les conséquences de ces 2 décisions sur le monde en général et sur Haïti en particulier, nous avons avec nous ce soir l'économiste William Savary, président du Haitian Stock Exchange, en français, Société haïtienne de valeurs immobilières. Bonsoir, Monsieur Savary, bienvenue à Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir auditeurs et auditrices de Métropole. Bien, alors, William Savary, ces deux nouvelles. D'abord, la mise entre parenthèses de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. J'imagine que le monde entier a poussé un oufle de soulagement, mais est-ce que ça peut avoir des conséquences sur nous en Haïti? Bon, premièrement, il faut dire que le ouf qui a été prononcé au lendemain de cette nouvelle, c'est que les bourses, en général, les indices de boursiers ont connu des valeurs à la hausse. Des hausses. Ont connu des hausses. Maintenant, ce qui, en général, traduit un peu de l'optimisme qui réside toutes les fois qu'il y a des nouvelles économiques qui amoindrissent, qui réduisent les tensions sur le marché international et les incertitudes. Parce que le marché boursier en général et l'économie en général aiment évoluer dans des cadres de certitude. C'est la première chose. Maintenant, comment ceci peut directement nous affecter, nous concerner? Ce qui nous concerne, c'est que dès le début de l'imposition des tarifs sur les biens qui sont produits, manufacturés en Chine, il y a 2 argumentaires qui se font sur le marché. D'abord, les États-Unis veulent faire croire à ses concitoyens que c'est la Chine qui paye les tarifs, alors qu'en général, vraiment, ce sont les entreprises qui font l'importation de la Chine vers les États-Unis qui payent les tarifs, parce que ça se paye à la douane. Donc, ce qui sur le long terme, va procéder à une augmentation des prix aux États-Unis. C'est la première chose. La deuxième chose qui se faufile, c'est que les manufacturiers qui sont en Chine, qui manufacturent en Chine, il ne faut pas oublier que beaucoup de ces manufacturiers sont des Américains. Ouais? Donc il y a beaucoup d'industries américaines installées en Chine. Il y a aussi beaucoup de Taïwanais qui sont installés en Chine. Oui. Maintenant, il y a une discussion qui se fait sur le marché international où les entreprises qui sont sujets à ces tarifs commencent à explorer où ils pourraient
s'installer au cas où les tarifs seraient maintenus. Escalade continue, oui. Et qu'ils se prémunissent contre cette escalade. Donc ils cherchent des débouchés. Ils cherchent à se délocaliser, quitter la Chine et trouver des terres d'accueil où les sanctions ne s'appliqueraient pas. Oui, c'est correct. Donc Haïti représente une de ces terres d'accueil. Si je devine bien, c'est que Haïti pourrait devenir donc une terre d'accueil pour les sociétés qui sont actuellement installées en Chine. Donc qui sont les sociétés qui sont le plus affectées. Celles qui sont directement affectées par les tarifs douaniers imposés par Trump. Donc maintenant, tout ceci représente pour nous autres des opportunités extraordinaires. Mais les opportunités extraordinaires, il faut les capturer. Lorsque les opportunités se présentent, donc il faut qu'il y ait quelqu'un aux États-Unis qui dit lorsque l'opportunité vient et frappe à la porte, il faut se lever et ouvrir la porte. Voilà. Oui, en d'autres termes, il ne suffit pas de dire Haiti is open for business, encore faut-il que cela se vérifie dans les faits. Absolument. Et maintenant, comment ça peut se vérifier dans les faits? D'abord, il faudrait qu'on installe des conseils qui pourraient aller au recrutement directement d'une part, identifier ces entreprises, d'abord les recruter et installer les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Des lobbies, en d'autres termes. Des lobbies. Mais des lobbies qui travailleraient dans l'intérêt de la nation. C'est-à-dire fair money get. Voilà. Donc, pour aller identifier ces gars et maintenant mettre en place les structures pour les accueillir. Une fois arrivés en Haïti, ils peuvent trouver de quoi s'installer, parce qu'il ne faut pas oublier que leur avantage, c'est que nous sommes à 90 km du territoire américain. Bien sûr. Oui. Donc, et ceci représente pour eux un avantage immense, parce que chez eux, c'est 3 jours, 4 jours de transport maritime. Alors pour nous autres, c'est la moitié d'une journée. Bien entendu. Donc, et ça représente pour nous autres l'opportunité, peut-être l'opportunité du siècle. Parce que ce qui arrive, une fois que les décisions sont prises dans les investissements sur le long terme, les décisions se prennent au niveau du conseil d'administration d'une entreprise. Et les planifications pour les placements, pour les investissements se font sur les années successives. Bien sûr. Donc, à partir de là, si on se positionne dès aujourd'hui pour les capturer, donc au moment de prendre les décisions pour déterminer où ils vont s'installer, Haïti pourrait faire partie de la liste des pays où ces entreprises-là pourraient s'installer. Oui, mais là, encore une fois, William Savary, pour pouvoir accueillir ces gens, encore faut-il que les structures existent. Or, ça, c'est un travail de Romain, vu pratiquement le désert qui existe aujourd'hui en Haïti. Bon, il y a une chose que j'aime dire. J'aime dire, si on prend le pays tout entier et que l'on souhaite aménager tout le pays pour accueillir les opportunités, je pense qu'on échouait. Mais par contre, si on identifie un endroit, un seul point, où on rend ce point-là efficace, effectif et optimiser le rendement de ce coin-là. Donc là, on a déjà ce qu'on appelle les investissements ciblés. Donc, là, on a la chance. Alors, ce serait quoi? Ce serait une immense zone franche du type de ce qui se fait à Caracol et ailleurs? Bon, on pourrait prendre une immense zone franche, mais plutôt plus près de la mer. Parce qu'il faut que les gens puissent avoir accès à la mer pour le transport. Donc, ce serait plutôt le Môle Saint-Nicolas? Le Môle Saint-Nicolas, la Cité Soleil. Par exemple, parce qu'il y a quand même les activités portuaires non loin de Cité Soleil. Il y a du côté de, si on parle de la décentralisation, il y a du côté de Jérémie, il y a du côté de Port-de-Paix. Donc nous sommes une île quand même. Donc, nous ne manquons pas de côtes. Oui, c'est ça. Oui, et d'accès à la mer. C'est ça. Donc pour vraiment accueillir, ces investisseurs, c'est la réflexion et la mise en place de la structure nécessaire pour qu'on puisse les accueillir et créer les conditions pour qu'ils puissent évoluer sur le marché local. Bon, ben écoutez, très bien. Voilà au moins quelque chose qui nous donne une petite lueur d'espoir. Le retour à l'étalon or, ça n'aura pas tellement d'incidence sur Haïti. Je ne crois pas que les Haïtiens soient tellement intéressés ou capables d'acheter de l'or. Bon, maintenant, c'est important de mentionner le retour à l'étalon d'or. Pourquoi? Parce que selon plusieurs géologues, nous disposons de mines d'or dans le pays, et surtout dans le nord. Et l'exploitation des mines d'or, en général, l'argumentaire qui se fait pour ne pas s'engager, c'est que le coût de l'exploitation est supérieur au prix
de la vente de la production. C'est ça. Donc c'est l'argumentaire, mais en général, les gens doivent se rendre compte que le prix de l'or n'est pas stable. Donc, et les coûts d'investissement, une fois faits sur le long terme et amortis sur le long terme, et éventuellement lorsque le prix de l'or commence à grimper, donc les remboursements se font de façon avec une certaine rapidité. Et il y a aussi ce qu'on appelle le l'orpaillage qui est fait au Burkina Faso, oui. À Burkina Faso, où les paysans, eux autres, ils font l'exploitation de façon artisanale, et il y a une structure étatique qui s'occupe d'acheter leur production et qui renfloue les réserves nationales. C'est surtout vrai en Guyane, le long de la frontière brésilienne. C'est ça. Donc maintenant, lorsque les États-Unis prennent la position de, en fait, si vous voulez, un gage ou les places surtout au conseil d'administration de la Federal Reserve et deux personnes en particulier que le monsieur Trump vient de nommer, ce sont des gens qui favorisent le retour à l'étalon d'or. Ok, alors rapidement, en deux mots, rappelons ce qu'est ce fameux étalon or. L'étalon or, quand c'est présenté quand c'est appliqué par un pays, donne l'or comme garantie à la monnaie locale. Okay. Donc c'est l'or qui devient la référence. Et Nixon a abandonné ce système en disant que l'économie américaine se suffisait à elle-même pour garantir la valeur du dollar. Donc Trump maintenant veut revenir à l'étalon or. Mais il faut faire une parenthèse. Il faut dire qu'au moment lorsque Nixon a abandonné l'étalon d'or aux États-Unis, découplé, si vous voulez, le dollar de l'or, c'est qu'il y avait une forte accumulation de dollars à cause de la vente du pétrole qui se faisait sur le marché international. Et il y avait une fuite massive d'or, des réserves d'or américains, parce que il y a l'Europe, il y avait les pays arabes qui convertissaient les dollars accumulés en or. Donc il a fallu, pour préserver la valeur du dollar, découpler l'or du dollar. C'était vraiment ça la base de la décision initialement. Maintenant, il s'est trouvé avec la démonétisation de l'or avec les États-Unis. Le prix de l'or a connu une ascendance rapide, parce qu'avant Nixon, l'or se vendait à 35 goudes l'once. Donc 165 dollars l'once, donc 175 goudes. Donc aujourd'hui, nous sommes à 1400 dollars l'once. Et donc, de 35 à 1400. Bon, donc, ça fait quand même sur 40 ans, là. Oui, sur 40 ans, mais sur 40 ans, ça te donne un taux annuel de 10 à 15%. Ouais, donc maintenant, et donc ce qui fait qu'on est passé, donc si on prend un good, 175 good pour l'once d'or, aujourd'hui nous sommes à 150 000 good pour l'once d'or. Donc il y a ça. Donc ce qui pourrait peut-être permettre à ce que l'exploitation de l'or en Haïti soit peut-être prise en charge devienne rentable et envisageable. Et une occupation nationale. Ouais. Parce que là, si on parle de la dépréciation de la monnaie qui se fait de façon continue, un taux de 10 à 12, 15-17% l'année. Donc si on peut rentrer dans la logique de lever le capital nécessaire pour l'exploitation de nos mines d'or, ça pourrait renforcer ou stabiliser la valeur de la monnaie. Bon, et réduire le taux d'inflation dans le pays. Très bien. Bon, écoutez, tout cela me paraît de bon augure. L'âge de guerre est enterré. Haïti risque de bénéficier de la délocalisation des industries installées en Chine. L'or risque de devenir très cher, et comme nous en avons apparemment de très bonnes réserves, tout ça est de très bon augure. William Savary, on va terminer très rapidement en changeant de sujet. Vous m'avez dit hors antenne que les activités concernant la Société haïtienne de valeurs immobilières, le Stock Exchange, étaient en train de prendre de l'ampleur. Oui, bien sûr. Nous avons commencé. C'est ça. Nous introduisons bientôt une société haïtienne en bourse internationale. Donc les titres seront négociés en bourse internationale, ça c'est la première. La deuxième, c'est que nous allons commencer avec la formation des cadres en Haïti, d'où nous allons partager notre savoir et notre maîtrise du marché international et du marché du capital international. On va former les gens dans la compréhension du mécanisme du marché boursier, la compréhension du marché des obligations, la compréhension du marché des titres, les produits dérivés. Donc tout ça, on va former
on va transférer notre savoir-faire. Et cela se fait à l'Université Notre-Dame, sous la haute autorité du professeur William Savary. Oui, merci. Et en collaboration avec M. Paul Latortue, qui est responsable du programme de MBA à l'Université Notre-Dame. Magnifique. Ouais. Eh bien, écoutez, merci infiniment, William Savary, d'être venu nous voir ce soir et finalement nous avoir apporté des nouvelles plutôt rassurantes. Absolument. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était l'économiste William Savary qui faisait le point sur les conséquences des 2 décisions prises pendant et au lendemain de la conférence du G20 à Osaka au Japon et qui nous annonce donc la bonne nouvelle que la bourse d'Haïti, ce n'est plus un rêve, ça devient une réalité concrète. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.